Chers amis, nous nous retrouvons donc pour la seconde partie de cette émission. Vous êtes sur Radio Courtoisie à l'écoute du Libre Journal de la Résistance française. Donc avec Pascal Lassalle, je reçois maintenant Francis Cousin, que j'ai déjà invité à l'antenne. Francis Cousin avait sorti un ouvrage très remarqué qui avait fait pas mal de bruit. On avait fait un véritable tabac avec cette émission. Cet ouvrage s'appelle Critique de la société de l'indistinction, ouvrage un peu difficile, qui est sous-titré, évidemment tout le monde comprendra, Commentaire sur le fétichisme marchand et la dictature démocratique de son spectacle. Il n'empêche que cet ouvrage est très bien vendu et a été lu par des personnes qui ont ensuite contacté Francis Cousin, et Francis Cousin lui-même avait été étonné de la qualité des gens qui avaient pris contact avec lui à la suite de l'émission qu'on avait faite et de la signature qu'on avait faite. Donc Francis Cousin vient donc de sortir, c'est la première émission qui est consacrée à cet ouvrage, donc dans la collection, chez l'éditeur Le Retour aux Sources, qui avait publié un certain nombre d'ouvrages de grande qualité, notamment l'ouvrage sur le survivalisme de Piero San Giorgio. D'ailleurs, un nouvel ouvrage de l'auteur est en voie de publication dans les mois qui viennent sur la base autonome durable urbaine. Voilà. Donc Francis Cousin signe, je ne vais pas dire que c'est son dernier ouvrage, mais on pourrait dire que c'est une somme, Lettre contre l'avoir, qui est sous-titré pour une critique radicale et définitive du faux omniprésent. Alors, il s'est trouvé que j'ai lu cet ouvrage avec difficulté, parce que comme je vous l'ai dit déjà au début de l'émission, moi je ne suis pas un intellectuel, mais il se trouve que, et puis Francis Cousin, il faut le dire quand même, est un peu pénible, parce qu'il a des idées qui sont absolument identiques, en tout cas très proches des nôtres, mais il continue à les habiller avec une espèce de rhétorique marxiste qui est parfois un peu fatigante. Et donc, il parle du communisme, or, pour moi, on en a parlé avant l'émission, c'est plutôt de la communauté dont il fait l'apologie. Et il parle aussi de la communauté. Oui, et justement. Un philosophe italien que connaît Francis Cousin, qui s'appelle Costanzo Preve, qui lui aussi vient d'un bord un peu différent du mien, sort chez Crisis un éloge du communautarisme. Et l'ayant commencé, je trouve que vous avez largement la même démarche, qui est une démarche assez radicale, et très largement par-delà la gauche et la droite, puisque lui c'est un intellectuel italien qui était très connoté à gauche, et qui ayant pris des positions iconoclastes, et notamment décidé de débattre avec ce qu'on appelle la nouvelle droite. Alain Benoît en particulier. Alain Benoît a été un peu mis à l'index en Italie. Mais sa recherche s'apparente à la vôtre. Voilà. Alors, si vous permettez, je commencerai par une passerelle à la fois humoristique, mais profonde par rapport à l'invité qu'il y a eu précédemment. Le courant pratique et radical, à la fois théorique et historique dans lequel je m'inscris, est à la fois en complète opposition avec l'invité que vous avez eu précédemment, mais aussi en complète opposition avec les adversaires qu'avait cet invité. C'est-à-dire que dans la longue histoire pratique, intellectuelle et historique du mouvement humain, on a eu la gauche et on a eu la droite. On a eu des camps impérialistes dans la Première Guerre mondiale et des camps impérialistes dans la Seconde Guerre mondiale. Et il y a des courants pratiques qui se sont toujours opposés à tous les embrigadements politiques et économiques au nom de l'ontologie de l'être. Et je prends un exemple, c'est Simone Veil. Simone Veil, parce ça n'est pas le ministre. Alors, je précise, il y a la Simone W-E-I-L et non pas V-E-I-L. Il y a Simone Veil avec W, qui était donc une philosophe de la radicalité insurrectionnelle, et il y a Simone Veil avec un V, qui est une policière et une politicienne spectaculaire. Donc, ne confondons pas les deux. Simone Veil est donc une femme de radicalité. Elle écrit, par exemple, dans les années 30, dans un journal qui s'appelle La Bataille ouvrière, où, dans la poursuite de Hegel et de Marx, elle s'oppose au capitalisme d'État bolchevique, puisqu'il faut rappeler à vos auditeurs qu'il y a toute une série de mensonges historiques. Il y a le mensonge historique de Carpentras, il y a le mensonge historique du 11 septembre, il y a le mensonge historique de l'affaire Mera, mais il y a un des plus grands mensonges historiques de l'histoire, c'est que les pays qui étaient sous domination bolchevique et staliniste étaient d'abord et avant tout des pays qui étaient sous domination capitaliste d'État. Il n'y a jamais eu la moindre once de communisme dans ces pays-là, et c'est d'ailleurs pourquoi, dans une sainte alliance bancaire, industrielle et monétaire, le capitalisme américain et le capitalisme bolchevique travaillaient ensemble. J'en reviens à Simone Veil,
parce que Simone Veil, c'est passionnant. Simone Veil, qui est donc une femme qui est dans le prolongement de Marx et dans le prolongement de Jésus, va être, dans les années 30, autour de la bataille ouvrière, une femme qui se bat pour l'éradication de la politique, pour l'éradication de l'économie et pour la construction d'une société sans argent. Elle partira en Espagne se battre avec les colonnes ouvrières où s'est battu Orwell. C'est donc une femme de la radicalité subversive. Mais c'est une femme d'intelligence. Et elle est en opposition complète avec toutes les hémiplégies et tous les dogmatismes contemporains. Par exemple, elle rencontre régulièrement, à la fin de sa vie, Gustave Thibon, qui est un monarchiste et qui est un maurassien et qui est un catholique. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut d'abord ici reconnaître à Radio Courtoisie cet espace d'ouverture, et c'est pour ça que j'y viens alors que je n'ai pas les positions de Radio Courtoisie en général, parce qu'effectivement, en un temps où une chape de plomb de domestication intellectuelle totale tombe sur les êtres, il est important de rappeler qu'il n'est pas d'esprit d'ouverture, qu'il n'est pas d'esprit d'intelligence sans accueillement de l'autre. Et je vais terminer par un tout petit exemple. Toute ma formation intellectuelle, quand j'avais 14-15 ans, s'est faite autour de 2 personnes. La première, que les gens de Radio Courtoisie doivent connaître, qui était l'abbé Baillot, qui m'a enseigné le grec. Et l'abbé Baillot était donc un curé de tradition, qu'on qualifierait de réactionnaire. Et dans le même temps, j'avais un autre levier. C'était un vieil ouvrier barricadier espagnol qui s'appelait Ricardo, qui s'était battu en 37 et qui s'était battu en 37 contre les forces démocratiques staliniennes qui, dans le sang, à Barcelone, ont massacré les ouvriers grévistes. Donc ce qui est important, c'est que par-delà la gauche, par-delà la droite, par-delà les embrigadements, par-delà les domestications, l'intelligence n'a pas d'œillère et l'intelligence est souriante et ouverte. Et comme le disait Marx, je n'ai pas d'ennemis, l'enclosure s'abolit. J'ai des adversaires sur le terrain de la domestication politique, mais je respecte l'invité que vous avez eu avant. Je vais dans des réunions de gauche où je respecte même des vieux staliniens. C'est-à-dire que l'esprit d'ouverture, l'esprit de critique est un esprit qui sait rencontrer le contradictoire et qui le fertilise dans quelque chose qui n'est jamais policier et assommant. Alors, il y a un des éléments qui m'ont plus particulièrement intéressant dans votre ouvrage, ce qui vous surprendra pas, mais on en avait parlé lors de notre dernière rencontre, enfin quand vous aviez sorti votre ouvrage, vous nous aviez annoncé un ouvrage à paraître qui est celui-là, et dans lequel je dirais qu'il y a une partie, moi, qui m'a particulièrement intéressé, qui est les positions méconnues ou totalement inconnues de Karl Marx sur la question de l'immigration. Et ce qui fait, bon, je rappellerai que vous êtes, je crois, la seule personne dont l'ouvrage a été cité dans l'ouvrage de Marine Le Pen, non pas parce qu'elle disait bien qu'elle ne partageait pas les mêmes positions que vous, mais que vous aviez une approche qui était particulièrement intéressante quant à un certain nombre de questions, et notamment quant à la question de l'immigration. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire, c'est un ouvrage, je ne vais pas dire qui se lit facilement, parce qu'à la salle, vous êtes peut-être un habillé. Enfin, disons qu'il y a une stylistique caractéristique un petit peu de l'auteur. D'ailleurs, bon, l'auteur qui cherche d'ailleurs à s'effacer un petit peu, il pratique une sorte d'impersonnalité active, pour reprendre un terme évolien. Bon, il ne le dit pas comme ça, mais c'est vrai qu'on retrouve ce style un petit peu, moi, qui rappelle celui de Gianfranco Sanguinetti, le citationiste italien, qui avait écrit donc notamment du terrorisme et de l'État, et qui avait signé aussi un pamphlet violemment anticapitaliste sous le pseudonyme de Censor. Donc ça me rappelle un petit peu la dernière chance de sauver le capitalisme. Exactement. Donc ça me rappelle, en tout cas, le traducteur avait repris un style de ce type, donc c'est tout à fait caractéristique. Mais ce reste un ouvrage ô combien stimulant. Et si hybride et avec une certaine dialectique conceptuelle, mais on va y revenir justement. Il faut contre la dictature du spectacle de la marchandise et contre l'économie narcissique des représentations spectaculaires, il faut dire, et c'est ce que je dis, que tout a été écrit. Tout a été dit. Ah oui, vous expédiez d'ailleurs, c'est assez désagréable, enfin je vous le dis, parce qu'on en avait souvent parlé dans les années précédentes, d'Heidegger, qui était quand même un de vos maîtres. Et puis là, c'est expédié. Vous l'expédiez en 2 lignes. Non, c'est-à-dire que montre les limites d'Heidegger. Heidegger, en 1935, écrit que tout a été dit par les présocratiques et qu'il n'y a plus rien à écrire. Mais Heidegger, dans une impuissance totale de vraiment vivre la vie charnelle, la vie érotique, va sublimer cette impuissance par un délayage littéraire considérable. Parce qu'il faut bien voir que quand quelqu'un écrit, quand quelqu'un peint, quand quelqu'un
diversifie l'onirie créative, bien loin d'être une richesse féconde, c'est toujours la marque d'une impuissance. Dans la communauté traditionnelle, on y reviendra tout à l'heure, dans la communauté traditionnelle, il n'y a pas d'art. Dans la communauté traditionnelle, il n'y a pas de littérature, il n'y a pas d'écriture. L'homme jouit la vie. Et c'est le jour où, effectivement, l'aliénation sociale a fait partir la vie, que l'homme doit compenser l'absence de vie par une métaphore allégorique qui va effectivement représenter la vie. Et si on prend par exemple la grotte de Lascaux ou la grotte Chauvet et qu'on la travaille en profondeur, il n'y a pas d'artiste, c'est pas de l'art. Ce sont des hommes qui vivent, ce sont des hommes qui jouissent et par instant vont peindre. Mais il n'y a pas de séparation entre le travail et les loisirs. Il n'y a pas de séparation entre le travail et l'art. L'art, les loisirs, la musique, la peinture, comme le chasseur-cueilleur. Le chasseur-cueilleur. Mais donc, si vous voulez, c'est tout ce positionnement-là qu'il faut voir. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les présocratiques ont produit une interrogation radicale sur l'être au moment où, au Xe, 8e siècle avant Jésus-Christ, la société politique s'est substituée par la civilisation à la communauté. Pendant des siècles, les hommes ont vécu en communauté, sans argent, sans État, sans division sociale. La fameuse trilogie dumézilienne n'existe pas au Paléolithique. Elle émerge au Néolithique, autour effectivement des stocks agricoles. Et cette trilogie dumézilienne, prêtre, producteur, guerrier, elle est l'indice d'une rupture qui divise la communauté et qui va nous conduire à toute l'organisation progressive de l'aliénation contemporaine. Oui, mais elle est provoquée par quoi ? Parce que pour moi, elle est provoquée par la démographie. Non, elle n'est pas provoquée par la démographie. C'est au contraire les stocks qui vont permettre un déclenchement démographique. Mais ce qu'il faut expliquer à vos auditeurs, moi, je pense le contraire. Et c'est là où c'est décisif. Les auditeurs, alors bon, je vais dans des radios plutôt à gauche, là je suis dans une radio plutôt à droite. Donc il faut faire comprendre que la gauche est une mystification. Très à droite, mais la droite est une mystification. C'est-à-dire que la gauche et la droite sont des mystifications nées, on y reviendra tout à l'heure, lors de la révolution capitaliste de 1789, pour embrigader le corps social de la décomposition ontologique. Mais la gauche et la droite, avant 1789, ça n'existe pas. Mais ce qu'il faut que vos auditeurs comprennent, c'est que ce à quoi ils sont le plus attachés, c'est-à-dire cette tradition d'avant 89, cette France de tradition autour de la monarchie, elle est précisément ce qui a produit ce qu'ils détestent le plus. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que l'horreur contemporaine qui est exécutée... De quoi cette horreur contemporaine était déjà en germe, voilà. Comme l'ont montré maints auteurs, de Tocqueville... Bon, donc aujourd'hui, l'auditeur moyen de Radio Courtoisie déteste cette modernité. Il la déteste, mais il la déteste en contrepartie d'une certaine adulation de la France d'avant 89. Et c'est là l'œillère fondamental, parce que c'est la France d'Ancien Régime qui a produit l'horreur capitaliste de 1789 progressivement. C'est-à-dire que après le Néolithique, la trilogie chasseur, la trilogie prêtre, producteur, le schéma trifonctionnel, le schéma trifonctionnel a en lui souterrainement la dialectique de la valeur d'échange qui travaille. Et cette dialectique de la valeur d'échange qui va déjà émerger avec la révolution capitaliste du XIIe siècle en Italie médiévale, va progressivement tout manger. C'est-à-dire que le capitalisme est déjà à l'œuvre derrière l'État royal, à travers la fiscalité et l'étatisme, c'est-à-dire que l'horreur qui naît en 1789 et qui va produire le populicide vendéen, qui est dénoncé, je le rappelle, par un communiste, c'est-à-dire par Babeuf. C'est Babeuf qui dénonce le populicide vendéen. Parce que Babeuf, dans une vision radicale, comprend ce que les traditionalistes ne comprennent pas. Les traditionalistes qui voient les Chouans et les Vendéens massacrés ne comprennent pas la logique organisationnelle et industrielle du massacre. C'est un communiste, Babeuf, qui va produire l'analyse la plus fine, la plus étayée du populicide. Donc il faut bien comprendre que tout ce que vos auditeurs exècrent est né du ventre fécond de ce qu'ils adoraient. Et c'est cette dialectique contradictoire qui fait que droite et gauche sont deux impostures qui naissent en 89. Qu'est-ce que la droite ? La droite qui naît en 89, c'est l'ensemble des courants politiques qui vont gérer la marchandise en préservant l'avant-marchandise.
Et qu'est-ce que la gauche ? C'est l'ensemble des courants politiques qui vont vouloir liquider l'avant-marchandise en gérant la marchandise. Et on aboutit aujourd'hui à ce qu'il n'y a plus d'avant-marchandise. Il n'y a plus de politique, il n'y a plus que l'économie. Il y a la dictature spectaculaire de la marchandise totalitaire à l'échelle mondiale, avec des écuries électorales qui, de l'extrême gauche à l'extrême droite, veulent gérer l'aliénation, le marché, le salariat, l'État, notre détresse et notre misère, parce que bien évidemment, au bout de tout ça, il y a le mal-être, la solitude, la dégénérescence, la tristesse, le suicide, cette gigantesque errance narcissique qui fait que les hommes sont dépossédés d'eux-mêmes et totalement conquis par l'argent qui les détruit et les avilit. Alors, vous avez quelques messages, Marie, mais oui, avant... je vous rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie, à l'écoute du libre journal de la résistance française d'Emmanuel Ratier, qui reçoit ce soir, en deuxième partie d'émission, Francis Cousin, auteur de Lettres contre l'avoir aux éditions Crisis. Audition Le Retour aux sources, Pardon, si je peux me permettre, ma chère Marie. Merci. Nous avons une question d'un auditeur qui nous demande ce que pense notre invité de Michel Onfray. Michel Onfray, c'est l'incarnation parfaite de ce que Empédocle, de ce qu'Héraclite appelait la philosophie de connivence. Il y a deux philosophies. Il y a la philosophie de la radicalité explosive et il y a la philosophie de la connivence. La philosophie de la connivence, elle est où de gauche. Il y a quand même moins de connivence que Bernard-Henri Lévy. À partir du moment où Bernard-Henri Lévy se démonétise, le système sécrète naturellement des pare-feux moins démonétisés. Mais c'est le système, c'est toujours le système. Il faut toujours avoir pour point de départ, dans l'analyse critique, que le fond du système, c'est le spectacle de la marchandise. C'est le salariat, c'est l'État, c'est le marché qui réduit l'homme à l'état d'objet narcissique. À partir du moment où il y a une philosophie radicale, elle conteste ça et elle arrache le voile de l'imposture politique et économique, ou autrement, on a des philosophies de la connivence qui construisent des systèmes éthiques, des systèmes géopolitiques, des systèmes économiques, des systèmes écologiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les savoirs séparés qui ont été produits par la division de la communauté sont des impostures. Un spécialiste est un imposteur du faux savoir. Tout spécialiste est un homme qui est parti sur un moment décomposé de la totalité de l'être. Pour les présocratiques, pour Hegel et pour Marx, il y a la totalité de l'être, l'être générique comme unité cosmique de notre sacralité. Et à partir de Platon, à partir d'Aristote, à la suite de Socrate, on va découper l'unité cosmique sacrale. On va créer l'éthique, on va créer la politique, on va créer la métaphysique, on va créer la physique, on va créer l'esthétique. Alors aujourd'hui, on dit c'est très riche, ce sont des sommes considérables d'ouvrages. Mais Héraclite et Parménide disent le contraire. C'est précisément parce que c'est une pensée très pauvre qu'elle divague en catégories et en conceptualisation. La pensée la plus riche dit l'être et l'autodéveloppement de la jouissance du vivre. Tout est là. À partir du moment où un auteur décompose, délaye au clavier ou au stylo, il épanche sa misère narcissique en recréant le monde à partir de son désarroi. À partir du moment où je ne peux pas jouir, au lieu de m'emparer du monde pour le jouir et pour jouir en lui... C'est quoi le jouir ? Je comprends pas. Alors, le jouir, c'est quelque chose de très simple. Ça nous est donné à travers la racine indo-européenne Assus. Assus, c'est ce qui a donné Vita, c'est ce qui a donné Vesta, c'est ce qui a donné Estia, mais c'est ce qui a donné Esse, c'est ce qui a donné Einai en grec, et c'est surtout ce qui a donné le parfait grec Phuo, que l'on retrouve dans Phusis, c'est le croître. Pour tout dire, il y a deux styles d'hommes. Il y a les hommes qui sont des devenants, et il y a les hommes qui sont des arrêtés. Vous avez plein de gens sur Terre aujourd'hui dans la société marchande qui sont des arrêtés. Ils sont au terminus. Ils ont leur fonction sociale, ils ont leur théâtre, ils ont leurs femmes, ils ont leurs enfants, ils ont leurs loisirs. Ce sont des arrêtés. Ils sont cristallisés dans l'économie narcissique de la représentation sociale à travers un rôle qui est leur identité. Que sont-ils ? Ils sont leur rôle social dans l'économie spectaculaire de la marchandise. Et il y a les devenants. Les devenants sont des gens qui ne se sont jamais arrêtés. Ils sont dans le fouot, dans la phoussis, c'est-à-dire dans le croître du jouir qui sans arrêt se déplace et se dépasse. Pourquoi aujourd'hui les gens sont en dépression, en angoisse, dans une longue errance de mal-être ? Parce qu'ils sont arrêtés. Ils sont à la gare terminus, dans une dépossession et une tristesse infinie. Alors, revenons quand même à Karl Marx et l'immigration. Parce que c'était quand même le début de mon interrogation. Alors, il faut expliquer à vos auditeurs que Karl Marx, c'est comme Jésus.
si j'écoute Calvin, qui me parle de Jésus en permanence, alors même que Calvin a créé la théologie de la bourse genevoise et l'imposture marchande infinie, ça n'a aucun rapport avec Jésus chassant les marchands du temple. Pourtant, Calvin ne cesse de s'imprégner, de nous rappeler Jésus. Parce que Calvin défigure Jésus pour, à la place de la sacralité évangélique, produire effectivement la dictature monétaire genevoise du judéo-protestantisme, de la modernité et de la Renaissance. Donc il faut que l'auditeur soit en situation d'intelligence, il faut que l'auditeur comprenne que Marx, à la fin de sa vie, dit « La seule chose que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste ». Parce que Marx voit très bien que la social-démocratie est en train de se constituer, que le bolchevisme sera la suite de la social-démocratie. Marx est un penseur de la radicalité ontologique, le retour à l'être générique, le retour à la communauté sacrale des origines où l'homme n'est plus dépossédé de lui-même par la marchandise. Le bolchevisme, c'est l'inverse. C'est le capitalisme d'État universalisé. Le trotskisme, c'est la même chose. Et ce qu'il faut que vos auditeurs sachent, c'est qu'à l'époque où Maurice Barrès ou à l'époque où Charles Maurras écrivent en 1916-1917 et qu'ils ne connaissent même pas le nom de Lénine, il y a déjà des groupes radicaux qui se réclament de Marx et qui disent que le bolchevisme étatique qui va créer le capitalisme d'État en Russie est une idéologie concentrationnaire qu'il faut combattre. Et les premiers qui seront massacrés en Russie, ce ne seront pas les Blancs, ce seront des petits groupes qui se réclament de la pensée révolutionnaire de Marx et qui seront les premiers à partir au goulag. Et je parle de la commune de Kronstadt, je parle de thèses socialistes révolutionnaires, voilà, et plein d'autres, quoi. C'est-à-dire que le léninisme est un capitalisme d'État, le trotskisme est un capitalisme d'État, et ces systèmes-là, comme le disait Simone Veil, comme le voyait Orwell, sont radicalement antithétiques à la démarche du retrouver la communauté humaine. Alors pour répondre à M. Ratier sur le problème de l'immigration, c'est que l'immigration, Marx, dans le Capital, en particulier dans le livre 1, montre que c'est d'abord et avant tout le cœur stratégique du développement du capital. C'est-à-dire que ceux qui critiquent l'immigration sans critiquer le capitalisme sont des imposteurs, mais ceux qui critiquent le capitalisme sans critiquer l'immigration sont aussi des imposteurs. Qu'est-ce que dit Marx ? Marx dit qu'il y a, sur le continent européen, à travers justement les invasions germaniques qui, au terme de la décadence de l'Empire romain, ont réintroduit la communauté de marche, le communisme ancestral de la forêt germanique. Il s'est créé en Europe occidentale une spécificité radicale que tous vos auditeurs peuvent retrouver sur les cadastres régionaux. C'est ce qu'on appelle les communaux, c'est-à-dire une marche où la propriété privée était quasiment inexistante. C'est-à-dire que avant la Révolution française, on a eu, sous la monarchie qui préparait le travail de la bourgeoisie déjà, la bourgeoisie prend le pouvoir en 1789 pour mettre la monarchie aux poubelles, mais la monarchie, déjà depuis des siècles, lui a tenu les pieds sur l'escalier de la montée au pouvoir. Et pendant la Fronde, par exemple, on a eu des exterminations énormes de paysans qui étaient en insurrection. C'est-à-dire que le populicide vendéen de 1793 n'est pas une novation sur le fait, c'est une novation sur la quantité industrielle. Mais on a eu les révoltes des croquants, on a eu les révoltes des nu-pieds. Tout l'Ancien Régime a massacré la paysannerie française en insurrection qui, sans arrêt, au son des tocsins et au mouvement des sabots et des fourches, s'insurgeait contre le fiscalisme, s'insurgeait contre la noblesse et s'insurgeait contre la bourgeoisie. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Marx, à la suite de Hegel, dit la spécificité du continent européen à travers justement les invasions germaniques, c'est cette ouverture radicale et critique qui fait que là, et uniquement là sur la planète, il y a une dynamique d'ouverture et de critique qui veut briser le pouvoir. Il y a des insurrections paysannes ou ouvrières, éventuellement en Afrique ou en Orient, mais elles ne veulent jamais briser le pouvoir, elles veulent le remodeler. Marx dit dans un article que je cite dans ce livre, un article du New York Daily Tribune de 1853, la spécificité de l'Orient et de l'Afrique, c'est que ce sont des sociétés inchangées et immobilisées où la contestation ne fait que remodeler l'immobilité. Or, en Europe, il y a une spécificité radicale, la spécificité communarde. La commune, avant d'être la commune de Paris en 1871, ce sont toutes les communes paysannes d'Ancien Régime. Donc il y a une insurrection permanente et
l'immigration a pour objet aujourd'hui, par un transfert de population voulu depuis 68, de faire disparaître le contenu radical, critique et subversif de la classe ouvrière européenne. Pourquoi ? Parce qu'en 68, il y a eu effectivement une grève généralisée qui a fait trembler le patronat et qui a fait trembler la classe capitaliste. Et les mesures Pompidou d'ouverture au déversoir démographique africain et oriental ont pour objet de substituer à un prolétariat indocile un prolétariat soumis. Les grèves de 68, c'était à bas la marchandise. Les émeutes de banlieue, c'est vive la marchandise. Et cette substitution-là, Marx l'a compris à travers Hegel et à travers les présocratiques, en comprenant la spécificité du cosmos radical des peuples européens. Si je peux me permettre, oui, pour rebondir un peu sur ce que vous dites, Francis, effectivement, vous revenez un petit peu sur les sociétés tribales germaniques, telles qu'elles sont décrites notamment par Tacite dans son De Germania, et vous référez effectivement à ce qui avait aussi été un petit peu travaillé dans notre courant de pensée. Je pense notamment à Robert Stockers, grand traducteur, qui avait beaucoup travaillé sur à la fois les révoltes paysannes, à la suite d'un historien français comme Robert Muchemblé, qui a beaucoup aussi creusé cette affaire. Il y a bien sûr l'ouvrage qui vous a pas échappé de Friedrich Engels sur les guerres paysannes, bon, qui donne une version marxiste des choses. Mais il y a aussi cette notion d'allode ou d'alleux, qui est aussi résumée sur le plan symbolique par une des runes du Futhark germanique, la rune Odal, donc qui justement renvoie à cette notion de communaux, de terres mises en commun avant justement l'imposition de l'ordre féodal, et qu'on retrouve également dans le monde celtique. On fait allusion au phénomène des enclosures dans les îles britanniques, avec aussi ces mouvements radicaux qui ont pris la suite de la révolte le Commonwealth, la République de Cromwell, les fameux Levelers et Diggers, qui sont aussi des radicaux. Donc effectivement, vous rappelez que dans toute l'Europe, on a eu cette constance de révolte paysanne qui s'est levée en fin de compte contre cette fragmentation de l'espace rural, alors qu'il y avait ces traditions communautaires qu'on trouve à la fois dans les clans écossais, les clans celtiques, et justement dans ces tribus germaniques, et qui est tout à fait d'origine, en tout cas indo-européenne, et même postérieure d'ailleurs à ce schéma trifonctionnel, qui pour vous ressort d'une décadence de la communauté primitive. Parce que c'est intéressant à vous lire. On voit en fin de compte des influences un petit peu, enfin même un vocabulaire qui renvoie bien sûr à un vocabulaire marxiste, que vous ne cachez pas votre influence d'Hegel et de Marx sur votre œuvre. Marxiste. Oui, non, de marxien, je devrais dire. Oui, vous récusez notamment à juste titre d'ailleurs cette appellation. Mais on voit aussi dans le vocabulaire, vous évoquez la tradition primordiale d'une communauté indivise, cosmique et unitaire. On a aussi un vocabulaire qui rappelle un peu la vision, la pensée traditionnelle, la pensée de la tradition pérennialiste, même si bien sûr vous marquez licence avec elle. Il y a aussi une philosophie de l'histoire qui peut évoquer aussi Spengler, et effectivement également la dichotomie entre communauté et société, chère au sociologue allemand Ferdinand Tönnies, entre Gemeinschaft et Gesellschaft, et bien sûr une vieille antienne, bon là ce serait peut-être un petit peu un côté critique, mais un modèle que vous avez tendance à idéaliser, ce fameux modèle du communisme primitif, d'un stade où justement une société unifiée d'avant la fragmentation aurait précédé toute forme de fragmentation, que ce soit l'État, que ce soit le salariat, que ce soit l'économie. Est-ce que vous ne pensez pas que dans cette vision, il y a quand même une certaine idéal type qui peut-être, renvoie effectivement, vous le marquez souvent à des modèles de sociétés primitives, vous citez l'œuvre de Marshall Salins et d'autres, les modèles des sociétés nomades indo-européennes comme les Sarmates ou comme les Indiens d'Amérique, comme les Cheyennes, effectivement, où là, il y avait un rapport charnel avec la terre-mère, avec surtout une inconscience totale du fait de pouvoir monnayer l'espace, en tout cas, qui s'offrait à soi, et justement le fait de vivre. Vous renvoyez en fait de compte d'un stade peut-être idéalisé de chasse-cueillette d'avant l'âge de bronze, l'âge du fer, et avec bien sûr les spécialisations que cela va entraîner à la société. Est-ce que vraiment ces spécialisations, ces complexifications des sociétés néolithiques et proto-indo-européennes devaient mener fatalement au règne de la marchandise ? C'est ça aussi la question qu'on peut se poser à vous lire. On a l'impression que on fait une généalogie qui remonte très loin, qui est vraiment d'essence radicale, en tout cas qui à ce niveau-là est très stimulante. Moi je suis largement d'accord avec votre analyse du processus qui nous a mené à l'état où nous en sommes aujourd'hui, c'est de l'indistinction du règne du narcissisme marchand. Mais est-ce que vraiment ce phénomène était vraiment en germe? Est-ce qu'il faut vraiment remonter si loin, à ce stade de l'évolution humaine? Est-ce qu'il y avait cette fatalité, justement, de ce renversement, en fin de compte, du système trifonctionnel, où le champ de la troisième fonction va prendre le dessus sur les deux autres?
Alors, si vous voulez, bon, je partirais sur... Pour répondre à votre question, je partirais sur l'opposition radicale qu'il y a entre le sacré et la sacralité. C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent croient qu'il existe une opposition entre le sacré et le profane. Et les gens qui croient qu'il y a une opposition entre le sacré et le profane sont précisément pris par une mystification qui vise justement à ce que le profané aille au bout de toutes les impostures qu'il peut véhiculer. Dans la communauté primitive, il n'y a pas de sacré et il n'y a pas de profane. Il n'y a que du sacral. C'est-à-dire que dans la communauté germanique, ou dans la communauté sioux, ou dans la communauté cheyenne, manger, c'est sacral. Embrasser la femme que l'on aime, c'est sacral. Tuer le bison, c'est sacral. Toute la quotidiennité est une communion avec le cosmos de la sacralité du vivre. Il n'y a pas de profane et il n'y a pas de sacré. À partir d'un certain degré de décomposition qui va émerger avec la division communautaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la communauté organique se divise, c'est pas simplement la communauté organique qui se divise, c'est le lien énergétique au cosmos qui se divise. Parce que c'est pas le lot de l'humanité, c'est pas notre destinée quelque part, cette vision évolutive, en fait, ce processus évolutif. C'est une destinée. On est dans l'entropie, là. C'est une forme d'entropie. Elle résulte. Alors, d'abord, ce qu'il faut expliquer à vos auditeurs, c'est que au moment de la modernité la plus absolue du XXe siècle, des groupes entiers sur la planète n'étaient pas passés à la division sacré-profane, ils étaient encore dans le sacral. On trouvait encore en Amazonie, on trouvait encore aux confins du Cachemire, chez les Hunza, ou on trouvait encore en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des gens qui vivaient comme les Germains du Xe siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire des gens pour qui il n'y avait pas de sacré et pas de profane, mais où il y avait simplement l'environnement de l'être sacral comme communion à la vie, au quotidien du quotidien. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où la révolution agricole post-néolithique met en marche les surplus agricoles, se met en marche une division au sein du groupe qui va produire cette émergence. Et Marx et Engels font un travail considérable sur la cité grecque, c'est-à-dire le moment où la cité grecque voit émerger la police et le démos, et que disparaît le génos ancestral. Qu'est-ce que c'est que le génos ? Le génos, c'est la souche. Mais ce n'est pas la souche biologique, c'est la souche biologico-cosmique de la communauté organique. Le génos est un génos communautaire qui ignore la division, qui ignore la propriété privée, qui ignore le pouvoir et qui ignore la religion. Le sacral ignore la religion. La religion va naître du sacré, quand le sacré va gérer les décombres du sacral. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne pouvait pas passer du sacral absolu à la profanation marchande contemporaine. Il fallait une longue étape transitoire qui est celle de la tradition falsifiée. À la tradition primordiale, où le sacral était partout, c'est substituer la tradition falsifiée qui joue sur le binôme sacré-profane. Et plus on avance dans le temps de la modernité, plus le sacré se réduit et plus le profane s'étend. Et on arrive enfin à la modernité contemporaine où le sacré est totalement piétiné par le profane, mais il ne faut pas que les auditeurs s'en étonnent. Mais, alors, excusez-moi, Marie, on va s'identifier, on a beaucoup de messages, on en a sélectionné quelques-uns. Donc, je vous rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie à l'écoute du libre journal de la Résistance française d'Emmanuel Ratier, qui reçoit ce soir Francis Cousin, l'auteur de Lettres contre l'avoir, et Pascal Lassalle. Alors, plusieurs remarques d'auditeurs, tout d'abord. Un premier nous dit « Dommage qu'on ne soit pas à la télé, car on aurait les sous-titres. » Voilà. Une deuxième auditrice a été vexée. Vous avez dû utiliser le terme d'auditeur moyen. Et elle se permet de vous rappeler que les auditeurs de Radio Courtoisie sont de haute qualité. Un auditeur nous dit que Louis XIII et XIV, dans leur volonté acharnée de s'emparer de la Franche-Comté, ont mené une guerre qui a abouti à la destruction, dans des conditions atroces, des 2/3 de la population de cette province. Je suis franc-comtois, nous dit cet auditeur, et mes compatriotes ont cette tragédie présente dans leur mémoire. De même que les Alsaciens, qui ont un mauvais souvenir de cette époque. Une auditrice nous dit que la décadence a commencé au XIVe siècle. C'est là où l'Europe a commencé à dévier et à s'éloigner du Christ. Un auditeur vous félicite.
de parler de l'URSS. Il nous rappelle qu'il y avait bien des milliardaires en ex-URSS, de bons capitalistes et très liés d'amitié avec un des grands capitalistes milliardaires, Jean-Baptiste Doumingue, de la Société agricole Interagra. C'est vrai. Un autre auditeur nous dit que Bruxelles veut reconstituer l'ancienne URSS avec une nomenclature riche de tous les peuples qu'elle commande. Une question d'une auditrice. Est-ce un délire de faire croire que l'art n'existait pas dans les communautés traditionnelles ? Dans les communautés de grands singes, la main droite sert à assurer la prise, tandis que la main gauche sert à l'exploration de l'environnement. Une auditrice vous fait une remarque en vous disant que si l'intelligence consiste à être entre deux chaises, mes compliments, monsieur, vous serez toujours du bon côté, raison pour laquelle vous venez à Radio Courtoisie. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez répondre à certaines ? Non, parce que juste une chose, c'est-à-dire que il y a à Radio Courtoisie, bien évidemment, un vent de positivité intelligente. C'est d'ailleurs pour ça que j'y viens et que j'y suis accepté. Mais ce que je voulais dire, et que votre auditrice ne se méprenne pas sur l'auditorat moyen, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dictature spectaculaire du faux a construit un système totalitaire où tout est renversé. Et il y a effectivement un renversement universel, surtout. Si je parle par exemple de la fusillade de la rue d'Isly, 90% des auditeurs savent que c'est une manipulation étatique. La tuerie de la rue d'Isly a été effectivement programmée par le jeu d'une manipulation étatique. Si on dit aux éditeurs que l'affaire Mera est une manipulation étatique du même ordre, il y en a qui vont tiquer. C'est-à-dire que comprendre que la totalité de ce que le système met en scène est toujours une manipulation étatique, que ce soit le 11 septembre, que ce soit l'affaire Mera, que ce soit la tuerie de la rue d'Isly, que ce soit la manipulation de Carpentras. Il n'y a pas des manipulations d'un côté et des non-manipulations de l'autre. Tout ce que le système étatique de la marchandise met en scène pour dominer, pour exploiter, pour domestiquer, est toujours manipulatoire. Voilà. Là, c'est un peu pour reprendre nos formules, le spectacle du terrorisme, le terrorisme spectacle. En fait, ça renvoie à la stratégie de l'attention. Exactement. Nous sommes l'objet, nous avons été à plusieurs reprises amenés nous prononcer justement sur certains événements de ce type, le 11 septembre en particulier, ou la stratégie d'attention en Italie dans les années 70. On a vu une intervention d'un universitaire américain qui parle très bien le français, Peter Del Scott. Desco, tout à fait. Qui s'est spécialisé justement dans la dénonciation de ce genre de phénomène. À côté d'autres, bien sûr. Donc la chose essentielle, et c'est en cela que je parlais d'auditeurs moyens, c'était pas un niveau de perception intelligente. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que beaucoup de gens se rendent compte qu'on leur ment. Beaucoup de gens se rendent compte que l'État manipule. Beaucoup de gens se rendent compte que l'État désinforme. Mais c'est vécu quelque part comme un ricochet périphérique qui parfois fonctionne mal. Or, c'est pas du tout ça. Le spectacle de la marchandise et le spectacle de l'État qui centralise par le biais du gouvernement du spectacle mondial toutes les manipulations, toutes les perceptions, c'est que tout est faux. Et ce que Hegel, les présocratiques et Marx nous apprennent, c'est que dans la société du spectacle marchand qui vit aujourd'hui son apothéose, tout ce que le spectacle nous donne à voir doit être lu à l'envers. Tout ce qui nous est donné comme vrai doit être perçu comme faux, et tout ce qui nous est donné comme faux doit être perçu comme vrai. Donc il y a véritablement une maïeutique à mettre en marche pour comprendre que la dictature démocratique du spectacle, c'est le rayonnement fallacieux omniprésent du mensonge partout présent. Alors, si vous voulez, on va s'arrêter pendant quelques instants pour passer le bobino pour le déjeuner du prix Jean Ferré qui sera décerné d'ici quelques jours. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 18 novembre, nous célébrerons le 25e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 18 novembre, à 11h30, venez déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie dans le salon de la Péniche Les Calanques, 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2012 sera décerné, à l'issue du repas, à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les 3 dernières années.
Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 € par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée pour recevoir vos billets d'entrée. Au dimanche 18 novembre, à 11h30, sur la péniche Les Calanques, 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Alors chez vous, Francis Cousin, bon, je vais être très simple, on ressent un refus total de l'argent. Un rejet total de l'argent, en fait, qui est considéré comme impur, comme diviseur, etc. Alors, pendant très C'est une longtemps, vision qu'on retrouve pendant dans très une grande partie du catholicisme, par exemple. Alors, Ou la profession, toutes les chez les Indo-Européens, parce que vous nous dites qu'il y a eu la rupture, elle date d'avant la tripartition indo-européenne, mais quand on prend les Indo-Européens, d'après ce que je sais, quand on prend Émile Benveniste et ce genre de choses, bon, il n'y a quasiment aucun mot pour parler de l'argent, il n'y a aucun mot pour parler du commerce. Il n'y a aucun mot pour parler de ce type d'échange. Bon. Et quand vous prenez le catholicisme, on le sait très bien, encore aujourd'hui, c'est quand même une des rares forces d'opposition, en tout cas un certain catholicisme, qu'on peut retrouver chez un certain nombre d'auteurs. L'auteur type, je pourrais dire, du XXe siècle, c'est Charles Péguy, si on veut, qui a un rejet également total de l'argent. Bon. Donc vous êtes contre ce système... Alors, comment vous pouvez le faire coïncider avec une société, la société dans laquelle on vit aujourd'hui ? Parce qu'il faut se suicider. Alors, d'abord, il faut comprendre qu'il existe une rupture radicale entre communauté et société. La révolution de l'être sera une révolution communautaire pour réimposer la communauté organique qui sera anti-civilisationnelle et anti-sociétaire. La société est née, comme la civilisation, sur les décombres de la communauté. La société et la civilisation sont des dressages de domestication pour faire rentrer l'homme sous les fourches codines de l'avoir. Une de vos auditrices parlait de l'art. Vous venez de parler de la religion. Les Indo-Européens, comme d'ailleurs les Sioux, comme d'ailleurs les Cheyennes, n'ont pas de religion et n'ont pas d'art. Le mot benveniste fait voir que le mot religion et que le mot art, comme le mot travail, n'apparaissent que très tardivement. Parce que dans la communauté organique, les gens ne travaillent pas, ils produisent. Ils œuvrent, vous dites. Ils œuvrent. Hein. Le travail qui vient de Tripalium, c'est une coercition, c'est une servitude, c'est une domestication. Le mot travail, il vient de Tripalium, c'est un pieu sur lequel on attachait les animaux pour leur imposer le fer, et qu'ensuite on a utilisé pour torturer les esclaves. Donc tripalium vient de torture. Et dans toutes les langues indo-européennes, c'est ce que j'explique de manière extrêmement précise dans le bouquin, le mot travail est né à travers une production linguistique qui signifiait soumission, domestication, aliénation. Oui, vous avez un passage très lumineux là-dessus. Hein. On voit souffrance, contrainte, détresse, peine, misère, donc, esclavage même. Hein, donc, chez les Germains, comme d'ailleurs chez les Celtes, comme chez d'ailleurs les Italiques archaïques, comme chez les Sioux, comme chez les Cheyennes, on ne travaille pas, on produit. Et la différence essentielle, c'est que quand on produit pour les besoins humains. On travaille pour l'échange, l'argent et le marché. Dans une communauté, il n'y a plus de marché, il n'y a plus d'échange, il y a une production pour le vivre ensemble dans la communauté de la nécessité du reproduire la communauté. De la même manière, il n'y a pas de religion, il y a le sacral. La religion est née quand le sacral premier s'est décomposé et qu'il a fallu relier. La religion vient relier ce qui a été divisé. Quand vous voyez les Sioux, il n'y a pas de prêtre. Quand vous voyez les Germains, il n'y a pas de prêtre. Les druides apparaissent chez les Celtes à un degré de décadence qui produit la civilisation. Il n'y a pas d'art. Cette dame tout à l'heure qui nous parlait de l'art, elle doit adorer l'art, bien évidemment. Nous adorons les productions, les peintures, mais Lascaux, ce n'est pas de l'art. On sait par des travaux précis en matière d'archéologie comment fonctionnaient les groupes. Il n'y a pas de division du travail dans les grottes avec des gens qui vont chasser et des gens qui vont peindre. L'homme qui va chasser cueille des baies l'après-midi, fait l'amour le surlendemain et fait une peinture le surlendemain.
Donc c'est le même homme, c'est la même communauté qui vaque à des occupations différenciées et nécessaires, mais il n'y a pas de divisé. Oui, mais c'est quelque chose que vous retrouvez en France encore au 19e siècle, voire au 20e siècle, encore par exemple dans des vallées un peu retirées des Alpes. Voilà. Donc c'est pas du tout... Ça a survécu très longtemps. Ça n'a pas disparu il y a 10 000 ans. Alors, ça a disparu il y a 10 000 ans dans le structuré profond, puisqu'à un moment donné est né l'État. Alors, c'est tout le travail que Marx et Engels font sur la Grèce. C'est-à-dire qu'au 8e siècle, en Grèce, les communautés qui résultent des invasions doriennes sont des communautés qui sont basées sur le génos. Qu'est-ce que le génos ? C'est la souche cosmique d'un groupe communautaire qui ignore la propriété privée et qui, effectivement, est dans un vivre ensemble sans division. À partir de la réforme de Clisthène et de Solon, on va voir apparaître une unité nouvelle qui est le démos, le peuple. Le démos se substitue au génos. Qu'est-ce que le démos ? Le démos, c'est une unité territoriale où fonctionne la division argent. Du temps du génos, il n'y a pas d'argent. Avec l'émergence du démos, il y a l'argent. Et à partir du moment où il y a le démos, il y a l'économie, il y a la politique, il y a la police. Pour rester à la Grèce antique, quelle approche faites-vous de la société spartiate à ce degré ? Alors, je sais que la société spartiate, dans un mythe héroïque et viril, est glorifiée par certains groupes par rapport à la commercialité athénienne. Ce qu'il faut voir, c'est que Sparte représente un degré plus archaïque que le développement athénien. Donc, elle est déjà sur la décomposition civilisationnelle parce qu'il y a déjà un démos avec de l'argent qui circule, un État. Simplement, comme c'est un degré plus archaïque, le rapport à l'argent à Sparte est beaucoup plus maîtrisé. Oui, il y a aussi une volonté d'égalité entre égaux, entre les homoioi, en tout cas, entre les citoyens guerriers. C'est-à-dire qu'il y a encore une représentation archaïque. Mais je conseille à vos lecteurs... tout à l'heure, il y avait Dominique Vénère qui était là, qui a écrit une tradition européenne intéressante sur Homère. Mais je conseille aux lecteurs de lire le livre d'Engels, L'origine de l'État, de la famille et de la propriété. Il y a un superbe chapitre sur l'émergence de l'État en Grèce, et il y a tout un travail sur la geste homérique où il montre justement que Agamemnon n'est pas un basileus au sens de roi, mais qu'il est un basileus au niveau d'une assemblée élective et qu'il y a tout un résidu communautaire dans cette tradition homérique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lire la tradition homérique comme quelque chose de trifonctionnel, il faut lire la tradition homérique comme quelque chose qui montre la décadence de ce qui précède la tradition trifonctionnelle. Bon, vous m'avez pas encore expliqué comment parce que on parlait tout à l'heure d'idéal type, de retour à la tradition primordiale, etc. Mais Orwell, Simone Veil, Orwell, en 1937. Alors, c'est très intéressant parce que vos auditeurs sont persuadés que la guerre d'Espagne, c'est les républicains et les franquistes. Ben non, ils ont tout faux. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une opposition double, ça, c'est la représentation de l'enseignement du faux savoir universitaire et du crétinisme universitaire et journalistique. Il y avait derrière le combat entre franquistes et républicains un combat beaucoup plus important qui avait lieu à Barcelone. On le sait, entre le CNTFA, POUM et les staliniens. Il y avait à Barcelone une maturation ontologique et communautaire d'ouvriers et de paysans qui disaient ni les franquistes ni les républicains, à bas l'argent, à bas la politique, à bas la droite, à bas la gauche. Construisons une communauté générique. Et Orwell, alors aujourd'hui c'est la mode, tout le monde parle de Orwell. Michel Onfray parle de Orwell, le site Polémia parle de Orwell, Michéa parle de Orwell, mais Orwell est pas un écrivain de science-fiction, c'est ce que j'explique dans mon livre. C'est un homme de combat pratique qui part en Espagne, à Barcelone, et qui fait une critique radicale de la novlangue et de Big Brother, parce qu'il est à la base avec les ouvriers barricadiers contre l'imposture démocratico-républicaine qui va les fusiller. Mais on va à Barcelone fusiller les ouvriers qui sont des ouvriers d'insurrection barricadière pour la communauté humaine, parce qu'ils veulent l'abolition de l'argent, parce qu'ils veulent l'abolition de l'État. Et vous avez en Aragon, en Catalogne, des centaines de villages et de communautés qui abolissent l'argent. Et ce sont les staliniens et les républicains, avec en particulier la colonne Lister, qui vont massacrer des milliers d'ouvriers qui avaient aboli l'argent et qui avaient constitué ces communautés. Donc, j'imagine, vous voyez d'un bon œil, par exemple, ces tentatives de systèmes d'échange locaux, SEL, qui ont essayé de... Non, justement, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que... alors, ça a une implication très concrète pour les gens qui nous écoutent.
Pourquoi ? Parce que tous ces gens qui sont dans l'errance, dans la solitude, dans la dépression, dans les médicaments, dans l'ennui, dans la dépossession, dans la faillite amoureuse, ils sont pas dans cet état d'errance paumé par hasard. C'est parce que la société du spectacle marchand les écrase. Pourquoi tous ces gens vont mal ? Parce qu'il n'y a plus de relations humaines vraies entre les êtres. Parce que tout est médié par le spectacle social narcissique. Quand un homme et une femme se rencontrent, quand deux femmes se rencontrent, quand deux hommes se rencontrent, c'est le spectacle narcissique de la représentation. Il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas de vraies relations chaudement humaine comme il existait dans la communauté. La communauté. Mais comment vous êtes sûr que ça existait ? Alors, d'abord. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'écriture. Alors, nous avons un travail considérable, en particulier avec les missionnaires catholiques et en particulier avec les jésuites. Les jésuites ont fait un travail fondamental en Amazonie, au Paraguay, par exemple, sur les Guaranis. On sait exactement. Alors, on a aujourd'hui Marshall Saline, Pierre Clastre, qui au XXe siècle ont vécu dans les dernières communautés existantes. Mais avant même que ces dernières communautés existantes, les missionnaires avaient fait un travail considérable. Et en particulier, alors là ça va faire plaisir à vos auditeurs, la lutte contre les jésuites avait précisément pour objectif de liquider les jésuites qui défendaient ces communautés. C'est le film Mission de Roland Joffé notamment. Les jésuites ont fait un travail considérable de protection des communautés indiennes en Amazonie et les jésuites protégeaient ce communisme amazonien qui ignorait l'argent. Et les Portugais ont voulu effectivement totalement massacrer ces communautés et on a dissous l'ordre jésuite pour permettre justement la mise en esclavage de toutes ces communautés indiennes. Les jésuites ont fait un travail considérable de protection de cette communauté. Mais donc, on a donc les recensions des missionnaires, on a les travaux anthropologiques qui ont été faits au XXe siècle, et on sait que ces communautés ignoraient le suicide, ignoraient la dépression, les maladies cardiovasculaires, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que vous ne croyez pas au mythe du bon sauvage ? Alors le mythe du bon sauvage, là encore, c'est quelque chose qui renvoie à l'imposture universitaire. Le mythe du bon sauvage, c'est le mythe du bon sauvage tout seul. Toute la théorie naturaliste du mythe du bon sauvage autour de Rousseau, elle est anti-communautaire et elle est anti-réelle. Rousseau aime le bon sauvage tout seul. Le bon sauvage, il n'est pas communautaire. C'est un type qui est tout seul dans sa nature. Ça n'a donc rien à voir avec les vraies communautés naturelles. Les vraies communautés naturelles ne sont pas solipsistes. On peut penser que la pensée Rousseau est un peu plus complexe, comme l'ont montré des travaux récents, un récent numéro d'Éléments ou des travaux d'Alain Benoît. Rousseau est totalement passé à côté du fait communautaire ancestral. Il y avait une approche assez équivoque, on va dire, au mieux de ce fait. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la crise financière du mondialisme de la marchandise va faire exploser tout le système. Il y a deux solutions. Ou on recompose la servitude sous une autre forme, ou on réinvente un retour à la communauté de l'être, c'est-à-dire une communauté débarrassée de l'argent, débarrassée de la domination politique, débarrassée de la domination économique, où les hommes vont respirer et retrouver la sacralité générique. Alors, où on retrouve cette sacralité générique pour vivre la communauté humaine, où on part dans quelque chose de toujours plus effroyable, qui tue les hommes, qui tue la terre, qui tue l'eau, qui tue l'air. Mais Francis, de la manière dont vous l'annoncez, on ne peut qu'être d'accord avec vous. Maintenant, est-ce que le retour à cette communauté indivise, cette communauté originelle, peut-être un petit peu idéalisée, ne se fera pas aussi au prix peut-être d'un retour en arrière au niveau technologique, par exemple, un retour à un âge agreste? Parce que on peut bien constater quand même dans notre société technologique, quoi qu'on puisse en penser, il y a eu quand même des évolutions qui sont quand même appréciables. Ressort aussi de cette spécialisation à la fois de la société et puis c'est de ce long phénomène de déréliction, de décadence que vous décrivez. C'est-à-dire que concrètement, comment ça pourrait se faire ? La société capitaliste est la société du temps précipité et de la folie marchande universelle. On fait des TGV à 300 km/h, il faut que des ingénieurs planchent pour les faire aller à 600 km/h. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller plus vite. Est-ce que ça, c'est la réalité humaine ? Non, c'est la réalité du capital. La science, ces gigantesques laboratoires pharmaceutiques qui tuent l'homme et qui l'asservissent au profit, effectivement, du capital. Est-ce nécessaire ? Non. Il y a une redéfinition du vivre vrai qui imposera une rupture avec tous les faux savoirs. Une notion d'équilibre, une notion de limite. Une notion de retour au cosmique sacral. C'est-à-dire que c'est ce que disent Hegel et Marx, c'est le retour à l'être générique. Qu'est-ce que l'être générique ? L'être générique, c'est ce retour à la communauté sacrale où l'homme n'est plus séparé de l'homme, où l'homme n'est plus séparé de la communauté et où l'homme n'est plus séparé de la nature. Alors, avant de continuer, je voudrais rappeler que je reçois ce soir Francis Cousin qui publie aux éditions Le Retour aux Sources « Lettres contre l'avoir », ouvrage qui suscite un
très grand nombre de réactions, enfin en tout cas des auditeurs de Radio Courtoisie. Et donc Francis Cousin signera cet ouvrage Lettres contre l'avoir samedi après-midi à la librairie Fecta, 4 rue de Clichy, et il sera placé à côté de Carlo Panzarazza, qui est intervenu dans la première partie de cette émission. Ce qui fait qu'on aura une certaine dichotomie réunis grâce à Radio Courtoisie. Et donc Marie, on a une série de messages, on sélectionne les messages parce qu'on ne peut pas tous les lire, il y en a trop. Alors, quelques remarques d'abord. Un auditeur vous remercie pour la qualité de votre émission et pour avoir invité cet auteur qui nous ouvre des horizons. Un auditeur vous fait la remarque suivante. Si vous aviez bien lu l'Évangile, vous en sauriez plus que Karl Marx sur le sujet dont vous parlez. Une auditrice nous demande pourquoi ne pas parler de Jean-Jacques Rousseau et des vrais romantiques. On vient d'en parler, effectivement. Voilà. Juste un mot sur Jésus-Christ, parce que bon, il y a tout un travail de fait. Non, mais ne parlez pas, parce qu'on va en reparler. Il y a d'autres personnes il y a d'autres messages qui en parlent. Donc, Un auditeur nous pose la question suivante. Est-ce que les modèles marxiens peuvent s'impliquer dans nos sociétés à forte densité de population ? Un autre nous fait la remarque suivante. Le système diabolique d'inversion des valeurs et des vérités était déjà connu à l'époque du Christ, car celui-ci dit bien « Mettez ce qui est en haut en bas et ce qui est à gauche à droite, et vous retrouverez l'ordre du monde. » Satan est aussi appelé l'inverseur. Alors je voudrais lire un dernier message, je voudrais que vous réexpliquiez, parce que il me semble que j'ai compris, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui n'ont pas compris. Donc c'est... Et alors, Lascaux, ce n'est pas de l'art ? Bon, non. Il faut que les gens comprennent que dans la communauté primitive, les gens font de la musique. Les gens font œuvre picturale. Mais ce n'est pas de l'art parce que ce n'est pas du séparé. L'art naît, l'ars, naît lorsque dans la communauté qui se divise en sociétés, des cristallisations fonctionnelles font que certains vont devenir des peintres, certains vont devenir des musiciens, certains vont devenir des forgerons, certains vont devenir des sommeurs. Dans la communauté archaïque, et c'est tout le travail qui a été fait, en particulier par Marshall Saline, sur les aborigènes, et qu'on retrouve sur toute une série de fouilles archéologiques sur les grottes préhistoriques, le chasseur parfois peint, le chasseur parfois musicalise, le chasseur parfois chante, mais il n'y a pas de chanteur, il n'y a pas de musicien, il n'y a pas de peintre. Ce qu'il faut que la personne comprenne, c'est que la cristallisation dans une activité artistique est une névrose. Pour être encore plus clair que vous et encore plus simple, comme l'avait dit Malraux, c'est le regard qui forme l'art. Et l'exemple typique, c'est tout ce qui est montré au musée des Arts Premiers à Paris. Aucun des objets qui n'est exposé n'a été fabriqué, réalisé pour faire de l'art. Les gens qui les ont réalisés en Océanie, chez les Esquimaux, en Afrique, etc., ne se sentaient des artistes. La plupart d'ailleurs de ces objets étaient à but sacral. Mais c'est le regard qui est porté aujourd'hui sur eux, et qui en a d'ailleurs fait, qui leur a donné une valeur marchande qu'ils n'avaient pas avant, et une valeur marchande colossale. Aujourd'hui, je suis dépossédé de ma sacralité, parce que je vis dans une société marchande qui m'écrase. Mes relations aux autres sont complètement factices. J'ai donc besoin de soupapes de sécurité. Ces soupapes de sécurité, ça peut être un concert, ça peut être un musée. Dans une communauté humaine, il y aura de la peinture, il y aura de la musique, mais elle n'aura pas cette fonction médicamenteuse et allégorique de compensation. Aujourd'hui, toutes les activités dites artistiques sont des compléments à notre dépossession. En particulier pour l'art contemporain. Alors, où là, ça devient extrêmement compréhensible. Alors, l'art contemporain, en plus, est une foutaise universelle, puisque justement, au moment suprême où la marchandise a tout défiguré, la seule figure qui puisse substituer à notre existence une allégorie de représentation, c'est l'abstraction de l'argent, c'est l'abstraction de l'équivalent en général. Donc, c'est de l'art, oui. C'est pas du non-art. Oui. L'art est une aliénation. L'art est une aliénation. C'est-à-dire que là encore, j'en viens à ce que je disais tout à l'heure, vos auditeurs doivent comprendre que ce qu'ils aiment le mieux,
conduit à ce qu'ils détestent le plus. Les gens qui opposent l'art classique à l'art contemporain n'ont pas compris que l'art classique, dans la dégénérescence de la marchandise, conduit à l'art contemporain. Les gens qui opposent le bel art classique au non-art contemporain n'ont pas compris la passade dialectique. Pour vous, ça fait partie du processus involutif. Mais bien évidemment. Le degré ultime de l'art, c'est l'abstraction de l'équivalent général, c'est-à-dire l'argent abstrait partout présent. Il faut comprendre cette dialectique. Alors, sur le Christ, c'est passionnant, parce que Hegel et Marx ont fait un travail considérable sur le Christ comme incarnation sacrale de la rupture radicale. Alors là, je vais me mettre en porte-à-faux avec beaucoup d'auditeurs, mais il faut le dire. Le Christ n'a pas créé d'église. Le Christ a créé une ecclésia, c'est-à-dire une assemblée de l'être. Les apôtres et le Christ, c'est une ecclésia d'ontologie radicale, c'est quelque chose qui se positionne dans l'amour de l'être, mais certainement pas dans une institution ecclésiastique qui fonctionne autour du pouvoir. C'est-à-dire le moment où l'ecclésia va devenir une église par la volonté impériale de Constantin, c'est parce qu'il y a une nécessité politique et policière d'unifier un empire en décadence, et je pense que le Christ, tel qu'il a positionné une radicalité absolument fantastique sur l'être, n'a aucun rapport avec l'Église constantinienne. Ça, il faut le comprendre. Le Christ chassant les marchands du temple, ça ne peut pas être quelqu'un qui serait en accord avec le positionnement des temples financiers que Constantin, Justinien et Théodose vont mettre en mouvement. Il y a donc une rupture radicale entre la pureté originelle du Christ, comme acte d'amour, comme acte de transcendance, et la marchandise profane de tous les pouvoirs qui vont après coup l'utiliser. C'est d'ailleurs pour ça que tout au long du Moyen-Âge, nous aurons des insurrections paysannes qui voudront restaurer la communauté primitive du Christ et construire une communauté sans argent. C'est-à-dire que du mouvement millénariste notamment... 9e siècle, 10e siècle, 11e siècle, 12e siècle, l'Europe est à feu et à sang, avec des communautés paysannes en mouvement insurrectionnel qui, contre l'Église officielle, disent « Vous avez trahi le message du Christ. Vous êtes Église d'argent et de pouvoir. Le Christ n'a jamais fondé un pouvoir d'argent et de représentation. Le Christ était amour et communauté radicale. » Donc là encore, il y a tout un travail à faire sur la réalité profonde d'un Christ originel qui n'a rien à voir avec les apparats ecclésiastiques ultérieurs. Oui, mais là, vous vous référez aussi à des théoriciens marxiens ou communistes qui ont aussi montré d'ailleurs les connivences qu'il y avait entre une certaine vision du christianisme primitif et les racines aussi de mouvements communistes ou de certaines visions du socialisme. Moi, j'aimerais revenir, à moins qu'on ait encore des messages auxquels il faut revenir, sur votre conception de l'État. Donc, visiblement, vous aussi, l'État se situe dans ce processus involutif de décadence et de fuite de l'être. Mais comment envisager alors les formes de gouvernement qui pourraient être celles de communautés régénérées à la suite de la chute? Alors, avant que vous interveniez, je voudrais que Marie lise un message qui est peut-être en rapport avec ce dont vous allez parler. Une question intéressante. Un auditeur nous demande: une communauté harmonieuse ne suppose-t-elle pas l'existence préalable d'une communauté ethnique homogène? Alors, il faut être clair. Une communauté ethnique homogène d'abrutis en l'argent, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire que je vois ce que votre éditeur veut dire. Mais je veux dire, imaginons, parce que Non, mais vous avez vous-même parlé quand même de la spécificité européenne, qui est évidemment reconnue chez Marx, puisqu'il oppose un certain nombre de systèmes économiques, où il dit qu'il y a une spécificité européenne, type qui à l'époque n'était pas un continent d'immigration. Pas très clair. Et donc il dit que justement, on a déjà parlé que justement l'Europe s'est toujours opposée par exemple aux États-Unis, et que ce sont les marginaux qui sont partis aux États-Unis. Il y a eu les communautés millénaristes, des sectes protestantes, etc., etc. Bon, et qu'il y a toujours eu un fond européen ou indo-européen qui était resté très homogène. Donc ce qui favorisait l'apparition d'une véritable communauté ou le retour à une communauté. Si vous avez une population qui est trop hétérogène, vous ne pouvez pas avoir une communauté. Mais bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça que le capital veut casser les solidarités révolutionnaires ancestrales du prolétariat européen en hétérogénéisant constamment son soubassement. Donc effectivement, ça c'est une réalité. Mais les communes
Les communes, Marx a une image intéressante par rapport à la cuisine. Et je la reprends quelque part. La communauté de demain ne mélangera pas le camembert et le soja. La communauté de demain, la communauté universelle de retour à l'être, ça sera une communauté de toutes les richesses humaines, de toutes les diversités humaines. Qu'elles soient pluralistes, qu'elles soient, on peut dire autrement. Quoi. Bien évidemment, c'est-à-dire que ce sera la fédération des communes universelles sur toutes les richesses collectives de la Terre, qu'elles soient humaines, gustatives, écologiques, ancestrales et culturelles. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tout mélanger dans un énorme brouet mondialiste. Marx, d'ailleurs, dans le manifeste, parle clairement, justement, du cosmopolitisme de la marchandise qui détruit tout, qui avale tout. Donc, la communauté humaine universelle, c'est pas une communauté qui mélange tout le monde et qui mélange tout n'importe quoi. Un monde hétérogène et communauté homogène, pour essayer de, en quelque sorte. Si vous voulez, oui. Alors, chers amis, nous allons être obligés de nous quitter, oui, parce que ça va être la fin de l'émission.